Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Alors aujourd'hui je vais vous parler du rythme dans vos parties de jeux de rôle. Je suis personnellement convaincu qu'il s'agit, donc le rythme, d'un des éléments qui a le plus d'impact sur la qualité ressentie d'une partie. Et le paradoxe, c'est que le rythme en jeu de rôle n'a pas une définition qui est très claire finalement, comme beaucoup de choses en jeu de rôle d'ailleurs. Lorsqu'on dit d'une partie qu'il y avait du rythme, souvent cela revêt une connotation positive. Pourtant, on peut avoir des histoires à rythme lent qui sont également très plaisantes. Donc c'est un peu comme dans les films, certains ont un rythme lent et pourtant ils sont bons, d'autres ont un rythme rapide et sont moins bons. Pourtant, encore une fois, en jeu de rôle, une partie dont on dit qu'elle était rythmée est souvent une bonne partie. Ça montre que bien que le rythme en jeu de rôle n'est pas seulement une question de lenteur ou de rapidité au sens littéral des termes, mais plutôt un ressenti global, une sensation par rapport à ce qui s'est passé dans la partie. Le rythme en jeu de rôle, à mon sens, est fait de plusieurs blocs, et c'est de ces éléments constituants du rythme que je vais vous parler aujourd'hui. La structure de la vidéo va être assez simple, c'est-à-dire que je vais simplement lister ces éléments constituants du rythme en abordant les défis qu'il présente, ainsi qu'en proposant quelques idées pour s'en servir comme des leviers générateurs de rythme justement. Et je pense que l'ensemble se paiera le luxe de définir finalement ce qu'est le rythme à travers ses différents caractères. Alors, commençons par, à mon sens, l'élément constituant du rythme le plus important. Et ça, à mon avis, il va prendre un temps disproportionné dans ma vidéo parce qu'il est vraiment fondamental. Le rythme en jeu de rôle est souvent caractérisé par le fait que l'histoire avance, que l'intrigue progresse, en bref, que la situation évolue. Il y a vraiment une notion d'accomplissement des joueurs, pas forcément d'ailleurs des accomplissements positifs, mais des actions qui ont été menées, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur nature, et qui ont initié un changement de situation. Pas forcément d'ailleurs sur l'ensemble, mais au moins sur certains aspects. À partir du moment où on crée des changements de situation en jeu de rôle, souvent on va avoir une sensation, un ressenti positif en termes de rythme. On se dira tiens, il s'est passé des choses, il y a eu du rythme, surtout s'il y a eu plusieurs évolutions. Souvent le nombre de ces évolutions va avoir un impact encore une fois sur le rythme. Quand il y a plusieurs situations qui évoluent, plusieurs éléments d'intrigue qui progressent en jeu de rôle, souvent on va avoir une sensation proportionnelle du rythme de la séance. Alors, c'est donc un élément qui, à mon sens, est fondamental, probablement le plus important pour construire du rythme en partie, mais il expose à pas mal de défis. Il y a beaucoup de choses qui peuvent, à mon sens, entraver l'avancée, la progression d'une histoire ou même l'évolution des situations. Et vous allez voir qu'une grande partie de ces freins peuvent venir des joueurs. Et je vais en parler et je vais le dire sans critique à leur égard, c'est normal justement, parce que eux jouent leur personnage, donc ils sont vraiment dedans, ils sont plongés dans le grand bain d'une certaine manière, ils n'ont pas une vision d'ensemble comme peut l'avoir le maître du jeu. C'est pour cette raison qu'il a une responsabilité, à mon sens, dans le fait d'agir pour aider les joueurs lorsqu'ils deviennent finalement des freins au rythme, ce qui nuit parfois à l'histoire et donc à leur propre plaisir, car on l'a dit, le plaisir de jeu est souvent lié au rythme d'une partie. Je ne dis pas que c'est le seul facteur, mais il est assez prégnant à mon sens. Donc qu'est-ce qu'on trouve comme freins finalement, qui sont souvent à l'initiative des joueurs, même si c'est involontaire? Eh bien, on va avoir notamment leurs hésitations de joueurs. Ils vont parfois avoir quelques pudeurs de gazelle, ils vont avoir des pistes à explorer ou des sujets, des choses à faire, et ils vont parfois, pas forcément souvent, mais parfois avoir tendance à effleurer ces points d'intérêt, ces pistes, peu importe de quelle situation on parle, et finalement ne pas les exploiter à fond. C'est souvent une situation que je rencontre, moi, dans les campagnes assez ouvertes et complexes, où il y a des risques et où les choses sont souvent à l'initiative des joueurs. C'est-à-dire que vraiment, l'évolution de l'histoire va venir d'eux, de leurs actions, et dans des situations qui sont compliquées, où ils vont avoir peur de faire des erreurs et donc d'en subir des conséquences. Alors, je vais vous donner peut-être un exemple. Dans ma campagne actuelle, justement, il doit faire tomber un personnage éminent dans une ville,
et il y a une sensation vraiment de danger. Ils ne veulent pas se faire repérer pendant qu'ils mettent tout ça en place, leur espèce de complot en gros. Et donc ils ont tout un tas de pistes, et ils les effleurent, ils commencent à explorer les pistes, et puis finalement, ça a l'air un peu trop dangereux, donc on va reculer, en exploiter une autre. Et en fait, ils en étudient beaucoup sans vraiment les approfondir complètement. Et finalement, même en explorant beaucoup de choses, eh bien, il n'y a pas vraiment d'avancement de l'histoire, et on peut avoir une sensation de rythme lent, un peu comme une montagne très haute qu'on escalade, et vraiment c'est difficile. Parfois ça peut nuire au rythme. Donc je reviendrai sur les solutions plus tard. Voilà le type d'hésitation qu'on peut trouver, mais ça peut être sur d'autres choses, ça peut être comment aborder un combat. Bien, en gros, la peur du risque, la prudence extrême va parfois créer des hésitations. Vous avez des joueurs qui ne sont pas comme ça, mais ça arrive en tout cas. Moi j'en connais, parmi mes propres joueurs. Également, on va avoir des temps de réflexion de la part des joueurs qui mènent à des débats entre eux qui peuvent être trop importants par rapport aux actions finalement que ça va générer derrière. C'est-à-dire que la phase de réflexion et de débat pour décider ce qu'on va faire prend beaucoup trop de temps, c'est disproportionné par rapport ensuite à l'exécution, à la mise en action de ces réflexions. Et ça, sur une partie, quand vous prenez 90% du temps à discuter de ce que vous allez faire et seulement 10% du temps à le mettre en place et à le faire, à le réaliser, là vous allez avoir une sensation de rythme lent, mais au sens négatif du terme. C'est encore une fois le revers de médaille dans des campagnes, souvent des campagnes d'ailleurs, un peu complexes où il y a beaucoup d'enjeux, des choix draconiens, etc., ou des dilemmes moraux, plein de choses comme ça que moi j'adore personnellement, mais qui vont mener souvent à de la réflexion, encore une fois à des hésitations, des débats. Parfois ce frein découle du précédent que je viens de vous décrire. Et là, ça peut faire ralentir les choses. Ça peut ralentir les choses tout simplement. Et autant moi j'aime beaucoup qu'il y ait des aspects réflexion et que les joueurs se parlent, autant c'est quelque chose qui peut être à double tranchant, casser le rythme et donc nuire à la qualité ressentie de la séance, parce que je l'ai déjà dit et je le redis, le rythme est une part essentielle dans l'influence, dans ce qui va générer la qualité d'une partie. Et puis troisième point, tout ça est un peu lié bien évidemment, mais c'est lorsque les joueurs sont un peu perdus et piétinent, sans même parler de réflexion, de débat ou même d'hésitation due à de la prudence. Il va y avoir des situations où ils vont simplement galérer parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire, parce que ils n'ont plus d'idées, ou parce que dans le cas d'enquête par exemple, l'enquête littéralement piétine. Et là forcément, autant je vais encore le dire, là je suis friand d'une difficulté pour les joueurs pour qu'ensuite la réussite ne soit que plus gratifiante. J'aime bien qu'il y ait quand même un certain niveau de difficulté dans mes parties à titre personnel, mais lorsque on piétine trop longtemps, forcément la tension redescend, l'ennui peut arriver, et ça va vraiment plomber le rythme d'une partie. Donc c'est un peu le paradoxe aussi de mettre un certain niveau de difficulté, c'est que parfois ça peut ralentir, et il faut savoir quand justement ne pas laisser cette situation durer trop longtemps. Donc voilà 3 éléments qui vont nuire à ce facteur numéro 1 dont j'avais dit qu'il prendrait du temps dans cette vidéo, à savoir l'avancée, la progression de l'intrigue de l'histoire, l'évolution de situation, comme facteur favorisant du rythme au sens positif du terme en jeu de rôle. Maintenant, comment on peut pallier ça? Quelles sont quelques astuces qu'on pourrait utiliser? Je vois véritablement le maître du jeu comme une force de conseil, de manière directe. On n'est pas forcément dans de la subtilité, essayer de guider les joueurs via des PNJ, on peut le faire, mais je pense que le maître du jeu doit pouvoir communiquer de manière directe avec ses joueurs, vraiment de MJ à joueur, de s'impliquer dans la réflexion avec la distance qui doit être la sienne, pour pas qu'il donne forcément toutes les solutions, mais je pourrais le comparer véritablement à un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il fait partie de l'orchestre, mais lui, il a une vision d'ensemble. Donc son objectif, évidemment, n'est pas de jouer des instruments à la place de ses musiciens. Donc en d'autres termes, en jeu de rôle, n'est pas de leur voler ce terme que j'aime pas trop, mais qui est l'agentivité des joueurs. Je préfère le terme de libre arbitre. Ça, il faut le laisser. Même si dans un orchestre on a moins de libre arbitre que dans le jeu de rôle, puisqu'on doit quand même jouer une partition, mais vous avez compris l'idée, il ne va pas jouer de l'instrument à la place du musicien, donc le maître du jeu ne va pas jouer à la place du joueur. En revanche, il peut intervenir comme partie intégrante de l'orchestre en guidant, en posant les bonnes questions, en influençant, non pas en influençant vers un choix en particulier, mais en influençant la décision
et en donnant quelques pistes de réflexion pour que le joueur trouve ensuite sa propre solution. Donc je vais vous donner un exemple à nouveau, et je vais reprendre l'exemple précédent d'ailleurs, de ces joueurs que j'ai dans ma campagne actuelle qui au départ ont pu effleurer des pistes puis reculer et aller exploiter une autre piste sans jamais vraiment les approfondir par peur d'être découverts dans leur complot et dans leur présence. Ils avaient l'avantage qu'ils n'étaient pas connus de leur ennemi ne savait pas qu'ils étaient là pour comploter, donc on peut se dire qu'ils peuvent faire ça avec toute latitude, mais ils craignaient de se faire voir. Et donc je suis intervenu en tant que maître du jeu de manière directe en leur disant tout simplement écoutez, vous avez beaucoup de pistes, mais vous ne faites que les effleurer. N'hésitez pas à les exploiter et à aller au bout des choses. Choisissez quelques pistes et allez-y, vous verrez les autres plus tard à la limite, mais pour progresser, il va falloir que vous approfondissiez ces pistes ou ces points d'intérêt, peu importe comment on les nomme. N'hésitez pas à y aller, sinon vous ne ferez qu'effleurer la surface et finalement vous n'allez pas avancer. Donc je leur rends service en leur disant ça et je leur dis par contre, il n'y a pas une piste qui va forcément valoir mieux qu'une autre, ou peut-être que si, mais ce n'est pas à moi de vous le dire. Je ne les guide pas vers une ou plusieurs pistes en particulier, mais je participe à la réflexion en leur disant le but là est de choisir des pistes et vraiment de les exploiter pour avancer. Et je les rassure en leur disant, enfin je les rassure entre guillemets, n'hésitez pas à faire ce que j'appelle grincer des portes, c'est-à-dire vous ne pourrez pas avancer de toute façon sans faire un peu de bruit. C'est le principe de cette campagne, c'est ça qui fait que c'est intéressant, c'est que vous n'allez pas rester invisible à 100% complètement, c'est impossible. Donc n'ayez pas peur de vous faire repérer et ne vous dites pas que vous avez échoué parce qu'à un moment ça arrive et vous laissez des traces. Sachez que c'est attendu. Vous n'aurez pas le choix de le faire. Si vous allez parler à telle personne, vous avez un point de contact, vous êtes révélé à cette personne. Potentiellement, si elle est interrogée par quelqu'un d'autre, elle pourra parler de vous. Ça fait partie des risques. À vous de choisir les pistes qui vous amènent les risques que vous préférez. Voilà, en gros, je désamorce certaines situations, j'essaie de leur enlever certains blocages en leur faisant accepter des choses qui sont inévitables et qui font partie de la proposition de la campagne finalement. Comme ça, même si ça arrive ensuite et qu'ils se font un peu repérer, ils ne se disent pas qu'ils ont échoué. Ils savent que ça fait partie du jeu et de cette campagne-là. Et ça va les pousser à avancer et donc à ne pas nuire au rythme en n'agissant pas finalement jusqu'au bout des choses. N'hésitez pas non plus, à mon sens, à mettre un terme à la réflexion et au débat entre joueurs autour de cette réflexion lorsque vous sentez qu'elle tourne autour du pot. Et que en fait les joueurs, ça fait 3 fois qu'ils disent la même chose, ils ont déjà des éléments qui sont revenus, et moi ce que j'aime bien faire, c'est reformuler. Donc je fais en gros la synthèse de ce que je viens d'entendre, et pour mes joueurs, ça c'est vraiment bien parce que ça leur permet de dégager la moelle finalement de leur discussion. Souvent les débats tournent autour du pot, non pas parce qu'ils n'ont pas dit les choses, mais parce que dans tout ce qu'ils ont dit, ils ne savent plus ce qu'il faut garder et ce qu'il faut jeter, ce qui était du superflu et ce qui était vraiment l'essence des discussions. Et là, en tant que maître du jeu, moi j'aime bien leur reformuler et dire, voilà, vous avez parlé de ça, vous avez identifié que, vous avez vu qu'il y avait telle et telle option, c'est vous-même qui l'avez dit, donc je ne leur donne pas la réponse, je ne joue pas pour eux, je reprends exactement ce qu'ils ont dit, mais je dégage de ce miasme parfois déstructuré l'essence même de leur discussion. Ça leur permet d'être plus au clair et souvent d'être plus à même de prendre une décision et donc d'abréger une réflexion pour laisser ensuite plus de place à l'action et donc au rythme dans la partie. Et on voit s'ils valident. Donc ça, la reformulation dans les débats entre joueurs est vraiment un élément qui peut vous aider à faire progresser les choses et donc à aller vers une évolution de situation en laissant encore une fois plus de place à l'action. Lorsqu'il y a également des discussions de ce genre entre joueurs, ça, c'est une situation que j'ai en ce moment même. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en application maintenant. J'ai remarqué que, surtout lorsque l'intrigue est complexe, elle mène à des discussions autour de l'intrigue et sur ce qu'ils vont faire, des plans, etc. On est sur quelque chose parfois d'un petit peu froid. On est vraiment sur de la planification. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à leur en parler et à leur proposer d'avoir des discussions entre eux qui ne sont pas de la pure planification, mais qui sont vraiment des discussions entre personnages sur leur avis sur la situation, comment ils ressentent la situation, comment ils voient leur employeur, est-ce que vous lui faites vraiment confiance, est-ce que vous pensez qu'il ne nous emmène pas dans un mur avec lui, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a découvert là-bas, qu'est-ce que ça te fait si vraiment il y a quelque chose d'intime. Vous voyez des choses qui vont un petit peu plus sur l'émotion, ça vous surprend de ma part peut-être, vers le drame, parce que là on va avoir des discussions qui certes peuvent prendre un peu de temps, mais
qui vont faire avancer les choses. Parce que faire avancer les choses, faire évoluer une situation, c'est pas forcément une situation d'intrigue. Ça peut être une situation de relation entre personnages. Et ce type de discussion, c'est déjà de l'action. On n'est pas dans de la réflexion, on n'est pas dans de la planification qui va générer de l'action. On est déjà dans de l'action, dans du roleplay autour de la perception des personnages qui peuvent faire évoluer les relations entre eux. Et je trouve que souvent, on a un manque d'interaction entre les PJ qui ont plus des interactions de ce type avec des PNJ. En tout cas, moi, c'est ce que je constate de mon côté. Donc, si ça vous arrive, vous saurez reconnaître ces situations-là. Et là, je vais tenter d'injecter un petit peu de ça, parce que dans ma campagne actuelle, je pense que on gagnerait à avoir plus d'interaction entre les personnages, mais pas sur de la planification, mais sur vraiment de la perception des événements par du partage, vraiment, entre les personnages joueurs. Maintenant, vous allez me dire, et ça me permettra de faire la bascule sur le prochain sujet, vous allez me dire, mais oui, mais c'est pas facile parce qu'il faut bien qu'ils puissent se parler entre eux pendant le jeu pour planifier, pour décider ce qu'ils vont faire, pour réfléchir ensemble. Et une fois qu'on a fait ça, on a envie de passer à l'action, on n'a plus forcément envie de repartir sur du roleplay. Eh bien, ça me mène à ma dernière astuce pour faire avancer les choses, ou plus précisément pour laisser plus de place à la partie action, mise en place, exécution dans le jeu de rôle, c'est de planifier ou de laisser les joueurs planifier leurs futures actions entre les parties, en amont de la session. Ça, c'est l'un des éléments sur lequel j'ai le plus évolué ces dernières années. D'ailleurs, le rythme en général est, à mon avis, ce sur quoi j'ai le plus travaillé en tant que maître du jeu ces 2-3 dernières années, vraiment. C'est pour ça que cette vidéo, ça m'intéressait vraiment de la faire, et sur ce point précisément. J'étais un genre de MJ qui considérait pendant longtemps que le fait de réfléchir et de débattre entre les joueurs dans une partie faisait partie intégrante de la partie, ce qui est toujours vrai, je le pense toujours, mais au point où si les joueurs discutaient pendant 2 heures, j'exagère à peine, pour planifier, eh bien je les laissais, c'était popcorn pour moi et ça fait partie de la partie et tout le monde s'amuse. Et en réalité, c'est pas tout à fait vrai, surtout a posteriori où on se dit, en fait on n'a rien accompli dans cette partie, on a juste discuté. Et ça c'est frustrant et ça tue le rythme. Et ça crée des séances qui sont parfois lentes. Donc, je suggère souvent à mes joueurs, hein, on a des Discord maintenant, on a les réseaux sociaux, c'est plus facile de se parler, de planifier leurs actions ou leurs plans ou leurs idées ou de rassembler leurs idées pour conclure des choses en amont de la session. Parce que comme ça, lorsqu'on arrive sur la session, eh bien, on peut directement passer à la mise en application et pas forcément jouer la scène de réflexion. Et on gagne un temps fou qui va laisser place à l'action et par conséquent laisser plus de place aux éléments rythmés, ce qu'on appelle rythmés en l'occurrence, d'une partie. Ça ne veut pas dire que la planification n'évolue pas en cours de jeu parce qu'il se passe des choses et finalement on ne peut pas tout anticiper. Le but n'est pas de diriger tout et de dire vous devez absolument vous fier à ce que vous avez planifié, c'est pas ça. C'est que ça leur permet de réfléchir en amont et d'avoir au moins une base, quitte à ce qu'eux-mêmes improvisent. Finalement, un joueur n'est pas si différent d'un MJ qui va préparer les choses pour être capable de mieux improviser et d'avoir une base. C'est un peu pareil pour les joueurs. Ils vont se préparer un plan en amont et s'ils doivent improviser et changer un peu leur plan, eh bien ils auront quand même une base qui va les aider à prendre une décision plutôt qu'à se relancer dans une énième discussion en jeu. Et pour finir, je vous avais dit que ça serait la partie la plus longue de la vidéo. Pour finir, moi je suis allé encore plus loin ces derniers temps. Je ne fais pas ça sur toutes mes sessions, je vous le précise. C'est seulement dans certains cas. En plus même de la planification, enfin de leur demander voilà, ce qu'ils veulent faire, après on essaie de se mettre d'accord ensemble, toujours en amont de la session, une fois qu'ils ont décidé de ce qu'ils voulaient faire, de l'ordre dans lequel ils vont le faire. Tiens, surtout s'ils sont séparés, surtout si on est sur une phase ouverte. Sur les phases de jeu un peu plus fermées, un peu plus linéaires, où il y a un enchaînement plus logique, je ne sais pas si vous êtes dans un donjon par exemple, c'est quand même beaucoup moins nécessaire de faire appel à cette astuce, on va être clair. Mais sur les phases ouvertes avec beaucoup de possibilités au cours desquelles les joueurs peuvent se séparer, eh bien, on a tendance même à agencer, à définir l'ordre et quand les choses seront faites. Toi, tu voulais faire ça, mais tu pourrais peut-être le faire le matin, pendant que tel joueur, lui aussi le matin, fait ce qu'il voulait faire là, etc. Comme ça nous permet en plus de jouer en parallèle et d'alterner de l'un à l'autre, comme ça on ne s'ennuie, il n'y a pas des joueurs qui s'ennuient en attendant. Vous voyez, c'est même un agencement, une préparation de la structure de la séance qui vise à la fois à réduire le temps passé à décider ce qu'on va faire et quand, mais qui va aussi permettre d'avoir une répartition dans la partie des choses et des actions des joueurs, surtout quand ils sont séparés, qui va permettre à tout le monde
de jouer en même temps. Parce que si on a un qui fait tout le soir et il y en a un qui fait tout le matin, en termes de chronologie, souvent c'est très chronologique la manière dont on joue les choses en jeu de rôle forcément, eh bien ça peut être pénible, il peut y avoir des attentes. Donc là on essaie d'agencer tous pour que chacun ait le temps ou ait quelque chose à faire pendant une période de la journée, matin, après-midi, soir, etc. Je ne peux pas faire ça pour toutes les séances, mais on l'a tenté, on a essayé de faire ça, et c'est vraiment ultra efficace. Maintenant qu'on soit clair, non, ce n'est pas du dirigisme pour deux raisons, parce que un, ce n'est pas moi qui décide de ce qu'il va faire. Moi ensuite je peux suggérer une répartition, non pas pour l'imposer, mais pour aider les joueurs qui parfois ont un peu du mal à organiser parce qu'ils n'ont pas la vision d'ensemble du MJ, ce qui est tout à fait normal encore une fois. Donc je peux leur suggérer, je ne l'impose jamais, et surtout je n'impose bien sûr pas que les joueurs se tiennent absolument à ce qu'ils ont planifié et à l'agencement. Si par exemple, alors qu'ils réalisent leurs actions du début de la journée, en faisant ça, ça les mène à des choses qu'ils n'avaient pas prévues et qui les mènent à changer leur plan, eh bien, allons donc, pas de problème. Ils vont réagir de manière organique et souvent, c'est justement, il n'y a pas besoin de réfléchir parce qu'ils vont tout de suite se rendre compte du fait qu'ils vont devoir changer leur plan. Ce n'est pas un problème. Le problème, ça serait qu'ils aient encore à réfléchir, mais en ayant préparé ça, ils savent que non, ils peuvent réagir, ils peuvent faire des entorses à leur plan et puis ensuite à y revenir plus tard. Ça leur facilite la réflexion lorsqu'ils ont un plan devant eux. Donc, je parle souvent de la préparation pour les maîtres du jeu, et eh bien, je suis pour une préparation des parties par les joueurs parce que ça va beaucoup servir l'avancée de l'intrigue, de l'histoire, faire évoluer des situations rapidement, laisser plus de place à l'action et donc générer du rythme. Voilà, on a terminé pour ce premier noyau. Les autres vont passer beaucoup plus rapidement. Je vous avais dit que ça serait la répartition un peu des parties serait un peu disproportionnée, asymétrique plutôt, dans cette vidéo. Deuxième point, pour qu'il y ait du rythme, je pense qu'il faut qu'il y ait dans une partie une succession d'événements ou de situations qui soient clairement identifiables. Je m'explique d'une autre manière. À la fin de la séance, si quelqu'un est capable de raconter la séance en parlant de plusieurs choses, de plein de choses, ça veut dire qu'il y a eu une succession d'événements ou de situations clairement identifiables. Je vais vous prendre un exemple plus concret. Si vous avez passé 2 heures à discuter justement de ce que vous alliez faire et puis seulement 1 heure à parler avec un PNJ pour lui faire part de vos découvertes, quand vous allez raconter la session, vous allez dire, bon, on a discuté de ce qu'on allait faire, on a décidé ça, et ensuite on a eu le temps de voir tel PNJ et de lui rendre compte de ce qu'on avait découvert. Voilà, vous avez raconté la session. Dit comme ça n'a pas l'air très dense, et souvent c'est un reflet direct d'une session qui n'a pas été rythmée, où le rythme a été vraiment, pour le coup, lent parce que rien n'a vraiment évolué. Mais si vous racontez la chose en disant, on a réfléchi à ce qu'on allait faire, on a mis en exécution le plan. Alors quand on a fait ça, le problème, c'est qu'il y a eu un imprévu, donc on a dû réagir. Finalement, ce qu'on avait prévu après, on ne l'a pas fait et j'ai dû me rendre voir tel PNJ pour rendre compte des événements rapidement, alors que je devais le faire plus tard parce qu'on a eu cet imprévu. Il m'a dit de faire quelque chose que je suis allé faire et finalement, une fois qu'on l'a fait, je suis revenu à ce que je devais faire à la base et on a accompli ça et on a réussi à avancer les choses. Vous voyez? Alors, pardonnez-moi, je ne vous ai pas raconté une vraie histoire, mais c'est pour vous montrer que plus on a d'éléments clairement identifiables dans une partie, plus on est capable de la raconter derrière, plus souvent ça veut dire, excusez-moi, que la partie a été rythmée. Donc, en tant que maître du jeu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, ça veut dire qu'une session rythmée, souvent, est une session qui peut ensuite être racontée en plusieurs étapes. Si on voit des étapes bien distinctes, souvent c'est que le rythme a été présent. Donc ça vous permet d'identifier les composantes d'une séance pour un rythme. Ça veut dire quoi pour le maître du jeu? Ça veut dire que je suggère au maître du jeu, lors de sa préparation de séance, sans tout planifier en avance nécessairement, ou plutôt en laissant, dans les phases ouvertes en tout cas, en laissant les joueurs planifier. Il peut donc s'inspirer de la planification des joueurs, ça facilite le travail du MJ d'ailleurs, pour prévoir sa séance, mais lui il va pouvoir utiliser comme base le plan des joueurs pour anticiper peut-être ce qui pourrait se passer dans chacune des étapes ou chacun des plans décidés par les joueurs, les choses qu'ils ont décidé de faire. Il peut s'inspirer de ça, développer des choses qui vont mener à plusieurs étapes où il peut se passer différents événements, différentes actions, différentes possibilités. Ça ne veut pas dire qu'il doit absolument se tenir à cette séquence, je le répète, ce n'est pas du dirigisme,
mais ça va permettre de diversifier les choses. En amont, le MJ de préparer des événements possibles ou d'imaginer des étapes. Si votre joueur a prévu de suivre tel personnage, voilà, c'est son plan lui, eh bien réfléchissez à où ça va le mener, le personnage qu'il suit, où il va aller, est-ce qu'il va y avoir un imprévu pendant la filature qui va nécessiter au joueur de réagir pour retrouver la trace ensuite de celui qu'il suivait, et une fois arrivé là-bas, est-ce qu'il va pas se rendre compte que le personnage rencontre quelqu'un qu'il connaît, mais il risque d'être repéré par quelqu'un d'autre qui le suivait aussi, que sais-je, vous voyez, c'est vous qui êtes en train de créer à partir de ce qu'un joueur vous a proposé comme plan, et vous créez plein d'étapes, plein de moments phares dans cette action qu'a planifié le joueur pour lui-même. Et ça sera tout autant d'éléments qui vont être clairement identifiables, qui vont permettre de raconter la séance et souvent qui auront été générateurs de rythme parce qu'il y a eu plusieurs choses justement. Parfois le nombre devient une force, donc le nombre d'événements clairement identifiables. Favorisez ça en tant que maître du jeu. Je vais vous donner un exemple parce que vous pouvez le faire, là un exemple concret parce que vous pouvez le faire pas seulement au niveau de la partie mais au niveau d'une scène. Je vais vous donner un exemple de filature, pas de filature, de discrétion. Dans ma campagne actuelle, dans une ville qui est en train d'être plus ou moins raflée par les autorités, bref, les suspects sont ramenés vers la place du village, l'un de mes joueurs, qui est plutôt quelqu'un de discret, veut exfiltrer 3 personnes dans cette ville en pleine effervescence. Et il dit, je veux me rendre d'un point A à un point B. Il avait une destination et je veux y aller discrètement. Donc, je commence par lui faire un test de discrétion et je lui dis, voilà, décris-moi comment tu arrives à passer l'avenue sans être vu par les gardes. Il me décrit un truc super bien et je lui dis, ça te mène à une ruelle. Donc, ça ne le mène pas au point B tout de suite. On parle de création d'étapes. Okay. Première étape, ça ne l'amène pas jusqu'au point B, ça l'amène à une ruelle. Et là, alors qu'il est dans la ruelle, malheureusement, 2 gardes bifurquent et le voient et le L. Arrêtez, que faites-vous ici? Bref, en gros. Donc même s'il a réussi son test de discrétion lors de la première étape, il se fait quand même repérer une fois arrivé à la deuxième. Alors non, il faut bien expliquer ça aux joueurs, ce n'est pas pour le flouer, parce que le fait d'avoir réussi son test de discrétion lui a permis d'atteindre la deuxième étape alors qu'il n'aurait pas réussi à l'atteindre s'il avait foiré, s'il avait échoué. En revanche, ce n'est pas parce qu'il a réussi dans la première étape qu'il ne se passe pas un truc lors de la deuxième. Le but n'est pas de le flouer, mais de créer du jeu, de créer un défi dont on va se souvenir d'un événement clairement identifiable lors de la deuxième étape. Ça permet aussi de diversifier les choses à faire pour se rendre au point A d'un point B. Ce n'est pas forcément que des tests de discrétion, puisque là, quand il est découvert, il peut faire plein de choses. Donc il a quand même un libre arbitre. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans une ruelle. Tu peux essayer d'escalader le mur pour monter sur un toit. Tu peux essayer de baratiner les gardes, puis de fuir dans la foule dès que tu as un moment. Tu peux peut-être rentrer dans une maison s'il y a une porte dans la ruelle et de fuir par la cheminée ou par une autre porte à l'arrière. De te battre avec les gardes, il y a plein de possibilités, le joueur est tout à fait libre, mais ce qui est entre guillemets scripté ou improvisé d'ailleurs, l'exemple que je vous donne était improvisé, l'arrivée des gardes est entre guillemets imposée, parce qu'on crée une étape, et une fois qu'il a réussi cette étape et à fuir, on peut lui en rajouter une troisième, tu es presque arrivé là-bas, mais soudain un combat éclate entre les gens qui se font rafler et les gardes devant toi, tu es pris dans le combat, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu aides les gardes? Est-ce que tu aides... Enfin, on lui demande pas comme ça, après il décide. Est-ce que tu essaies de les contourner? Est-ce que tu aides les soldats? Est-ce que tu aides les gens qui se font rafler? Bref, une nouvelle étape qui intervient. Et donc ça, si vous regardez bien, dans une scène, en la découpant en étapes comme ça, vous allez créer du rythme, vous allez créer du jeu. Et à l'issue de cette scène, elle pourra être racontée. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Qu'est-ce qui est le plus rythmé? Le fait de dire, je voulais me rendre d'un point A à un point B, j'ai été discret et j'ai réussi à me faufiler jusque là-bas. Point. Voilà la scène de discrétion. Plutôt que, alors j'ai d'abord voulu être discret, j'ai passé l'avenue, j'ai réussi à exfiltrer les 3 personnes, on a atteint une ruelle, malheureusement là on s'est fait apercevoir par des gardes qui nous ont demandé de nous arrêter, demandé ce qu'on faisait là, donc je les ai un petit peu baratinés, et puis à un moment il y a eu un peu d'action dans l'avenue, donc au dernier moment je me suis faufilé dans l'avenue, et ensuite j'ai réussi à me rendre dans l'autre pâté de maison, j'étais presque arrivé, mais là un combat a éclaté entre les gardes et les gens qui étaient raflés, j'ai quand même choisi d'aider les gens qui étaient raflés, et donc j'ai poignardé un garde dans la gorge pour permettre aux autres de fuir, et ensuite je me suis rendu là où je voulais aller, au point B.
c'est quand même autrement plus stylé en mettant des étapes et des événements clairement identifiables que de mettre un seul gros bloc. Et c'est comme ça aussi qu'on va créer du rythme au niveau des scènes et donc au niveau de la partie. Création d'étapes, d'événements clairement identifiables. Avant-dernier point, mais le dernier sera extrêmement rapide. Le rythme en jeu de rôle, c'est à mon avis synonyme de changement. C'est-à-dire que le rythme en jeu de rôle, c'est pas juste est-ce que c'est rapide ou est-ce que c'est lent. Si le rythme il est toujours rapide, au sens strict du terme, on peut être vite saoulé du rythme. C'est comme les films d'action où il y a vraiment trop d'action tout le temps, sans temps mort. C'est une overdose. Et au final, c'est même pas tant rythmé. Le rythme, on le ressent quand il y a des variations de rythme. Tantôt c'est plus lent, tantôt ça s'accélère, puis ça ralentit un peu, puis ça repart. Puis ensuite on a une phase un petit peu plus tranquille pendant peut-être même 1 heure et boum, ça repart. Et en fait, c'est ces pics et ces pics ascendants et descendants finalement qui vont être constitutifs du rythme. Donc le rythme, c'est pas juste quelque chose de rapide ou de lent, c'est dans l'ensemble, surtout en jeu de rôle en tout cas, c'est le changement. Ensuite, on peut aussi avoir, pour générer du rythme, une alternance entre ce que j'appelle le jeu ouvert et le jeu fermé. On dit souvent qu'il faut laisser le libre arbitre aux joueurs, avoir des phases ouvertes, faites complètement ce que vous voulez, ça c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps. Je vous l'ai dit, le rôle du maître du jeu, c'est de s'adapter, d'être un chef d'orchestre, d'agir un petit peu, et parfois il doit y avoir des phases qui sont un peu plus fermées, avec un petit peu moins de choix. Parce que quand on est un peu dans un tunnel avec des choix plus restreints, souvent on va plus vite pour prendre les décisions en tant que joueur, et c'est ça qui permet de générer du rythme. Alors, on peut même avoir des phases très fermées. Je vous donne un exemple, un moment dans ma campagne actuelle, il y a eu une course-poursuite, le joueur était poursuivi, je lui disais où il était, et puis je lui donnais seulement 2 solutions. Je créais des étapes, et je crois 3 ou 4 fois, je lui ai dit, bah, tu as le choix de faire ça, de monter sur le toit, ou de rentrer dans la maison. Qu'est-ce que tu décides ? Et je lui donne des choix binaires, finalement. D'accord ? Donc c'est l'idée. Bien évidemment, plus vous faites une phase qui est resserrée dans la liberté que ça peut donner, moins longtemps cette phase doit, à mon sens, durer, évidemment. Parce qu'après, le libre arbitre doit revenir. Mais voyez, vous pouvez avoir des alternances comme ça entre jeux très ouverts et jeux un petit peu plus fermés, avec des choix plus restreints. Ça va permettre des décisions plus rapides du joueur et donc créer du rythme, encore une fois. Et puis, dans ces changements, dernier point au niveau des changements, l'alternance entre les joueurs. Passer de l'un à l'autre plus ou moins rapidement. Donc s'ils sont ensemble au même endroit, il faut vraiment varier assez rapidement entre les joueurs, passer de l'un à l'autre pour leur demander ce qu'ils vont faire. À la fois, ça génère du temps d'exposition pour les joueurs, c'est-à-dire que même ceux qui n'avaient pas prévu, qui ne prennent pas l'initiative d'agir dans une situation, le fait de se tourner vers eux et de leur demander ce qu'ils vont faire va les impliquer dans ce qui se passe, et pour eux ça va leur donner une meilleure impression de rythme à la fin, parce que pour ressentir le rythme d'une partie, bien souvent il faut y participer. Donc ça c'est un premier point. Et sur la forme, le simple fait de passer de l'un à l'autre de manière relativement rapide va générer du rythme simplement par le fait qu'on passe de l'un à l'autre. Vraiment, c'est purement un effet de forme, mais qui va vraiment contribuer à donner cette sensation de rythme. Lorsque les joueurs sont séparés, on peut passer un peu plus de temps avec chacun d'entre eux, on ne va pas changer toutes les 5 secondes non plus, mais toutes les 10, 15 minutes, 20 minutes grand maximum, certains me diront même que c'est beaucoup trop, et même moi je le pensais, mais si vous êtes 4, il y a 4 groupes qui se forment, c'est ce qui m'arrive en ce moment, parfois il n'y a pas trop le choix, mais veillez à ce que ce soit quand même réduit à 10 minutes, et alterné comme ça, et ça va permettre de donner de l'exposition à tout le monde, et encore une fois, l'alternance entre les joueurs va être en soi générateur d'une sensation de rythme, parce qu'il y a du changement, il y a des choses qui se passent même sur la forme. Et enfin, dernier point pour générer le rythme, je ne vais pas vraiment développer, mais le simple fait que dans vos histoires, dans vos intrigues, il y ait des rebondissements, des découvertes, des choses qui vont faire waouh aux joueurs, ça va générer du rythme, parce que tout simplement, il se passe des choses. Donc il ne faut pas forcément en abuser tout le temps, mais un petit cliffhanger par-ci, une petite découverte par-là, un PNJ qui intervient à un moment clé à ce moment-là, tout ça, c'est de la surprise en plus, ça ajoute un petit peu d'intensité, et donc ça va créer du rythme, parce que souvent le rythme est assez indissociable, ou en tout cas intimement lié au pic d'intensité
au sein de la partie. Voilà, une partie rythmée en jeu de rôle, c'est tout simplement une partie dans laquelle il se passe des choses qui font évoluer la situation. Et le paradoxe, encore une fois, c'est que le rythme en jeu de rôle est souvent une question de fond, finalement, de ce qui se passe, plutôt que de forme, même si on a vu qu'il y avait quand même certains recours de forme qui généraient du rythme. Le rythme n'est pas quelque chose de monolithique en jeu de rôle, donc il faut prendre tout ça en compte, jongler un petit peu avec ces différents constituants du rythme, en tant que chef d'orchestre, en tant que maître du jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura inspiré surtout. Si c'est le cas, eh bien, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord pour prolonger la discussion, et je vous retrouve bien sûr avec plaisir pour la prochaine vidéo.